1214. Philippe Auguste a 50 ans. Depuis 34 ans qu'il règne, il n'a jamais été aussi proche de la catastrophe. Autour de lui, toute l'Europe complote sa perte. Jean sans terre, ce roi d'Angleterre qui l'a humilié en lui arrachant la Normandie 10 ans plus tôt, a mobilisé sa fortune pour financer une coalition massive. L'empereur Othon IV de Brunswick, neveu de Jean sans terre, brûle de venger son honneur. Le comte Ferrand de Flandre, que Philippe avait pourtant aidé à obtenir son comté, s'est retourné contre lui. Renaud de Damartin, comte de Boulogne, ancien fidèle devenu traître, complète ce tableau désastreux. Ces hommes ont un plan simple et redoutable. Jean sans terre attaquera par l'ouest depuis La Rochelle, remontant vers Paris en reprenant l'Anjou et le Poitou. Pendant ce temps, Othon et ses alliés frapperont par le nord avec une armée colossale. La France sera broyée entre deux mâchoires. Philippe Auguste n'aura aucune chance de survie. Le roi français sait qu'il va au-devant du plus grand danger de sa vie. Mais reculer signifierait perdre tout ce qu'il a construit pendant 3 décennies de lutte acharnée. En 1180, quand il a succédé à son père Louis VII, le domaine royal était minuscule. Une tache sur la carte, coincé entre des vassaux plus puissants que leur suzerain. Philippe a changé cela. D'abord, il a affronté Richard Centeur de Lyon, ce géant de la guerre qui lui a infligé défaite sur défaite. Richard était invincible sur un champ de bataille. Heureusement pour Philippe, une flèche d'arbalète a tué Richard en 1199 lors du siège d'un obscur château du Limousin. Jean sans terre a succédé à son frère. Jean, le moins doué des fils d'Henri II Plantagenet. Jean, que son propre père appelait « mon fils préféré » avec une ironie mordante. Jean, qui avait trahi Richard pendant la croisade. Jean l'incapable. Philippe a vu sa chance. En 1202, il a convoqué Jean devant la cour des pairs. Le motif officiel, Jean avait enlevé Isabelle d'Angoulême, fiancée d'un vassal français, et l'avait épousée de force. Jean a refusé de comparaître. Philippe a prononcé la commise, la confiscation de tous les fiefs français de Jean sans terre. La guerre a éclaté. Philippe a attaqué la Normandie par l'Est. Les seigneurs normands, dégoûtés par l'incompétence de Jean, ont changé de camp les uns après les autres. Pierre de Melun, Richard de Vernon, Hugues de Gournay ont prêté hommage à Philippe. Même le comte Robert d'Alençon a trahi Jean après l'avoir embrassé sur la bouche lors d'un dîner. Un baiser de Judas devenu légendaire. Jean sans terre s'est défendu mollement. Les forteresses normandes tombaient comme des dominos. Certaines se rendaient sans combattre. La grande citadelle de Château-Gaillard, construite par Richard Centeur de Lyon et réputée imprenable, a résisté plusieurs mois. Mais en mars 1204, elle est tombée. Les défenseurs affamés ont capitulé. La route de Rouen était ouverte. En juin 1204, la capitale normande se rendait à Philippe Auguste. Jean sans terre n'était même pas venu secourir sa ville. Il était en Angleterre, paralysé par l'indécision. En 2 ans, Philippe a conquis la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, l'Empire Plantagenet, qui s'étendait jadis de l'Écosse aux Pyrénées, s'est effondré. Jean sans terre ne contrôle plus en France que l'Aquitaine et la Gascogne. Le domaine royal français a doublé de taille. Philippe Auguste est devenu le souverain le plus puissant d'Europe occidentale. Mais cette puissance nouvelle lui vaut des ennemis mortels. Jean sans terre, humilié, ruiné, détesté par ses propres barons, ne rêve que de vengeance. Il a dépensé des sommes colossales pour constituer cette coalition. Othon IV, empereur contesté qui a besoin d'une victoire pour consolider son trône, a accepté l'or anglais. Ferrand de Flandre en veut à Philippe pour avoir saisi ses villes d'Aire et de Saint-Omer. Renaud de Damartin a vu ses terres confisquées pour collusion avec l'ennemi. Ces hommes haïssent Philippe Auguste. Ils veulent sa tête. En février 1214, Jean sans terre débarque à La Rochelle. Son armée remonte vers le nord. Philippe envoie son fils Louis, 27 ans, pour l'arrêter. Le jeune prince prend 800 chevaliers et fonce vers la Loire. Philippe se réserve d'affronter la menace principale au nord. C'est là que se trouve la plus grande armée, celle d'Othon. Les forces en présence sont écrasantes. Les chroniqueurs parlent de 25 000 hommes du côté des coalisés. Peut être davantage. Guillaume le Breton, le chapelain du roi qui accompagne l'armée française, affirme que les ennemis disposent de forces 3 fois supérieures.
Les chiffres médiévaux sont toujours exagérés, mais le message est clair. Philippe affronte une coalition massive. Les historiens modernes estiment les effectifs coalisés à environ 9000 combattants, dont 1500 chevaliers. C'est déjà considérable. Une armée de cette taille coûte une fortune. Il faut nourrir les hommes, les chevaux, transporter l'équipement, les armes, les vivres. Jean sans Terre paie tout, c'est son dernier coup de dé. Philippe Auguste aligne environ 7000 hommes, 1300 chevaliers, le même nombre de sergents à cheval et 4 à 5000 fantassins. Son infanterie n'est pas constituée de soldats professionnels. Ce sont des milices communales venues des villes du royaume. Philippe a lancé un appel et 10 à 7 communes sur 39 ont répondu. Paris a envoyé 2000 hommes. Arras, Abbeville, Soissons, Amiens ont fourni leur contingent. Ces bourgeois n'ont pas la réputation guerrière des chevaliers, mais ils sont motivés. Ils défendent leur roi, leur royaume, leurs privilèges urbains. L'organisation de l'armée française reflète la pensée religieuse de l'époque. Philippe divise ses forces en 3 corps, symbole de la Trinité. L'aile droite est commandée par le duc Eudès de Bourgogne. Elle regroupe les chevaliers et les milices de Bourgogne, de Champagne et de Picardie. L'aile gauche est menée par Robert II de Dreux et Guillaume II de Ponthieu. On y trouve la gendarmerie bretonne et les milices du Perche, du Ponthieu et du Vimeux. Au centre, Philippe Auguste commande personnellement. Il est entouré de ses meilleurs combattants. Guillaume des Barres, un géant capable de soulever un homme d'une main, Enguerrand de Coucy, Barthélemy de Roye, Gauthier de Nemours. Et surtout frère Guérin, un hospitalier devenu le principal conseiller militaire du roi. Le pont de Bouvines est gardé par 150 sergents d'armes. C'est la seule réserve de l'armée française. Si la bataille tourne mal, ce pont permettra la retraite à travers les marécages. Philippe a tout calculé. Il connaît le terrain. Il sait où positionner ses hommes, où placer ses échappatoires. C'est un général prudent qui ne laisse rien au hasard. Le 2 juillet 1214, première bonne nouvelle. Louis, le fils de Philippe, remporte la victoire à La Roche-aux-Moines. Ce n'est même pas vraiment une bataille. Jean sans Terre a vu arriver l'armée française et il a fui. Ses propres barons anglais l'ont abandonné en plein combat. Ils en avaient assez de ce roi qui les menait de défaite en défaite. Jean sans Terre doit rembarquer pour l'Angleterre, la queue entre les jambes. Le front sud est sécurisé. Philippe peut maintenant concentrer toutes ses forces contre Othon. Mais au nord, la situation reste désespérée. Philippe a établi son camp à Tournai. Cette ville a une valeur symbolique forte. C'est là qu'est né Childéric, le père de Clovis, le premier roi des Francs. Philippe se veut l'héritier de Clovis, le continuateur de la dynastie mérovingienne, même si les Capétiens ont remplacé les Carolingiens depuis plus de 2 siècles. De Tournai, Philippe lance des raids en Flandre. Valenciennes tombe. Les villes flamandes sont pillées, incendiées. Philippe veut terroriser Ferrand, le forcer à négocier. Mais Ferrand refuse. Il sait qu'Othon arrive avec une armée massive. Il veut la bataille décisive. Othon s'approche. Son armée a quitté Valenciennes et progresse vers Tournai. Les 2 forces se tournent autour dans les plaines du Nord. Les éclaireurs rapportent les mouvements ennemis. Philippe comprend qu'il ne peut pas éviter l'affrontement, mais livrer bataille est toujours un pari risqué. Un roi peut tout perdre en quelques heures. Richard Senteur de Lyon, le plus grand guerrier de son temps, évitait les batailles rangées. Il préférait les sièges, les escarmouches, les raids. Philippe Auguste a la même prudence. En 34 ans de règne, il n'a jamais livré de bataille rangée. Bouvines sera la première. Le roi décide de replier son armée vers Lille. C'est une retraite stratégique. Lille est une porte vers le cœur du royaume. Si Othon la prend, la route de Paris est ouverte. Philippe doit protéger cette ville. Le 27 juillet 1214, un dimanche matin, l'armée française se met en marche. Il fait déjà chaud. Le soleil tape sur les armures. Les hommes transpirent. Les chevaux soufflent. L'armée doit traverser la rivière Marque au pont de Bouvines. C'est un passage étroit entre des marécages et la forêt charbonnière. Un goulot d'étranglement dangereux. Une partie de l'armée a déjà franchi le pont quand les éclaireurs reviennent au galop. Les coalisés arrivent. Ils ont décidé d'attaquer. Othon veut frapper l'arrière-garde française pendant qu'elle traverse. C'est l'occasion tactique parfaite. L'armée ennemie coupée en 2, vulnérable, désorganisée.
Si Othon réussit, il peut massacrer l'arrière-garde, puis se retourner contre le reste des forces françaises coincées de l'autre côté de la rivière. Philippe Auguste reçoit la nouvelle. Il hésite. Il pourrait continuer sa retraite, abandonner son arrière-garde à son sort, mais ce serait la lâcheté. Ce serait perdre des milliers d'hommes et sa réputation. Un roi qui abandonne ses soldats n'est plus un roi. Philippe fait demi-tour. L'ordre circule dans les rangs. On retourne au combat. Les hommes qui avaient déjà traversé le pont repassent en sens inverse. L'armée se redéploie face aux coalisés. Cette manœuvre sauve l'armée française. Au lieu d'attaquer une arrière-garde isolée, Othon se retrouve face à l'armée entière, organisée en ordre de bataille. Mieux encore, les coalisés se retrouvent piégés dans le goulot entre la rivière et les marécages. Ils ne peuvent pas déployer toute leur masse. L'avantage numérique d'Othon est partiellement annulé par la géographie du terrain. Philippe a transformé un piège en opportunité. La plaine de Bouvines s'étend devant les deux armées. Le sol est sec, poussiéreux. Il n'a pas plu depuis des jours. La chaleur est accablante. Les combattants cuisent dans leurs cottes de mailles. Il est environ 2 heures de l'après-midi. Le soleil est au zénith. Philippe Auguste descend de cheval. Il s'agenouille sur le sol brûlant. Ses mains jointes, il prie à voix haute. Ses chevaliers s'agenouillent avec lui. Toute l'armée prie. On entend le murmure des prières monter vers le ciel. Le roi se relève. Il remonte en selle. Il harangue ses troupes. Guillaume le Breton, qui observe la scène, rapporte que Philippe crie « Ma couronne aux plus braves ». D'autres chroniqueurs affirment qu'il a promis de faire don de son royaume à Dieu si la victoire lui sourit. Ces promesses ne sont pas que des mots. Philippe sait qu'il va peu être mourir dans l'heure qui vient. S'il tombe, tout est perdu. Son fils Louis devra fuir. Le royaume sera démembré. Les conquêtes de 30 ans d'efforts seront perdues. Les Plantagenets récupéreront la Normandie. L'Empire étendra son influence jusqu'à la Loire. La dynastie capétienne s'éteindra dans le sang et la honte. Face à lui, Othon observe l'armée française. L'empereur a 40 ans. C'est un guerrier expérimenté qui a mené de nombreuses campagnes en Allemagne et en Italie. Il commande le centre de son armée, comme Philippe commande le centre des Français. Le roi contre l'empereur. C'est un duel classique, un jugement de Dieu. Celui qui gagnera prouvera que Dieu est de son côté. Le fait qu'on soit un dimanche ajoute une dimension sacrée à l'affrontement. Othon est excommunié depuis des mois pour avoir défié le pape. Il n'a plus rien à perdre devant Dieu. Philippe, lui, jouit du soutien papal. Innocent III, le pape le plus puissant du Moyen-Âge, a béni cette guerre contre l'empereur rebelle. Guillaume de Longue, Épée et Renaud de Damartin commandent l'aile droite des coalisés. Leur mission est claire, enfoncer l'aile gauche française, la briser, puis remonter sur le centre pour prendre Philippe à revers. Guillaume de Longue, Épée est le demi-frère de Jean Santerre. C'est un guerrier redoutable. Renaud de Damartine est probablement le meilleur général de toute la coalition. Il connaît parfaitement l'armée française, puisqu'il a servi Philippe pendant des années avant de le trahir. Sur l'autre aile, Ferrand de Flandre et ses chevaliers flamands font face au duc de Bourgogne. Ferrand est jeune, fougueux, désireux de prouver sa valeur. Il commande une cavalerie d'élite. Les chevaliers flamands sont réputés pour leur bravoure et leur discipline. Ils forment une force redoutable. La bataille commence. Les trompettes sonnent, les tambours battent, les deux armées s'ébranlent, le sol tremble sous les sabots des chevaux. Un nuage de poussière s'élève. Le bruit est assourdissant. Les chevaux hennissent, les hommes crient leurs cris de guerre. Les premières charges de cavalerie se heurtent avec un fracas de métal contre métal. Sur l'aile droite française, le duc de Bourgogne lance ses chevaliers contre les Flamands. Les lances se brisent sur les boucliers. Les épées cherchent les failles dans les armures. Le choc est d'une violence inouïe. Les chevaux se cabrent, mordent, ruent. Les cavaliers frappent de toute leur force. Le combat devient un tourbillon de fer et de sang. Les hommes tombent de leur monture, piétinés par les sabots. Les blessés hurlent. Le sang coule dans la poussière. Ferrand de Flandre se bat avec courage. Il enfonce les lignes bourguignonnes par endroits. Ses chevaliers progressent, mais le duc de Bourgogne tient bon. Il rallie ses hommes. Les Champenois contre-attaquent. Ils percutent le flanc de la cavalerie flamande. Ferrand doit reculer. Ses lignes se disloquent. Les chevaliers français exploitent la brèche. Ils s'engouffrent dans les rangs ennemis.
Sur l'aile gauche française, la situation est catastrophique. Guillaume de Longue, Épée et Renaud de Damartin ont enfoncé les lignes. Robert de Dreux et Guillaume de Ponthieu reculent sous la pression. Les milices communales paniquent, ces bourgeois n'ont pas l'habitude du combat. Voir des chevaliers en armure chargés sur eux les terrorise. Certains lâchent leurs armes et fuient vers le pont de Bouvines. Les sergents qui gardent le passage doivent les repousser à coups de lance pour éviter la débandade totale. Guillaume de Longue, Épée, presse son avantage. Il enfonce encore plus profond dans les lignes françaises. Ces mercenaires anglais massacrent les miliciens. C'est une boucherie. Les Français tombent par dizaines. L'aile gauche va s'effondrer. Si elle cède complètement, toute l'armée française sera prise de flanc et détruite. Au centre, Othon lance ses mercenaires brabançons contre l'infanterie française. Ces soldats professionnels sont les meilleurs combattants de l'Empire. Ils avancent en formation compacte, leurs piques pointées vers l'avant. Ils forment un hérisson de fer que rien ne peut arrêter. Les milices parisiennes et normandes au premier rang encaissent le choc. Les hommes sont empalés sur les piques, le sang gicle, les cris sont épouvantables. Le centre français vacille dangereusement. Philippe Auguste voit ses lignes fléchir. Il comprend que la bataille peut basculer d'un instant à l'autre. S'il ne fait rien, ses milices vont rompre, et si elles rompent, l'armée entière sera balayée. Le roi n'hésite pas. Il éperonne son cheval blanc et charge droit dans la mêlée. Ses chevaliers le suivent en hurlant leurs cris de guerre. Guillaume des Barres frappe le premier. Son épée s'abat sur un mercenaire brabançon et lui fend le crâne jusqu'aux dents. Le sang et la cervelle éclaboussent son armure. Il arrache sa lame du cadavre et frappe à nouveau. Un autre homme tombe. Enguerrand de Coucy brise sa lance sur un chevalier ennemi. L'impact est si violent que le chevalier est soulevé de sa selle et s'écrase 3 mètres plus loin. Gauthier de Nemours renverse 3 adversaires coup sur coup. Philippe se bat comme un lion. Il frappe à gauche, à droite, par les coups qui pleuvent sur lui. Son épée est couverte de sang. Autour de lui, le combat fait rage. Les Brabançons ont repéré le roi. Ils savent que s'ils le tuent, la guerre est finie. Ils se ruent vers lui comme une meute de loups affamés. Philippe est submergé par le nombre. 3, 4, 5 mercenaires l'attaquent en même temps. Un Brabançon l'attrape par le bras gauche. Un autre tire sur les rênes de son cheval. Un troisième brandit une masse d'armes pour lui fracasser le crâne. Philippe part le coup avec son bouclier. Le bois se fend sous l'impact. Un mercenaire glisse une dague entre les plaques de son armure, cherchant à l'égorger. Philippe se tord, évite la lame de justesse. C'est alors que la catastrophe arrive. Une pique percute Philippe de plein fouet. Le coup le frappe au plastron avec une force terrible. Le roi est soulevé de sa selle. Il bascule en arrière. Son cheval se cabre. Philippe tombe. Il s'écrase lourdement au sol dans un fracas de métal. Les Brabançons hurlent de joie. Le roi est à terre. Le roi de France est tombé. Ils se jettent sur lui comme des bêtes sauvages. Philippe est au sol, étourdi par la chute. Les mercenaires le piétinent. Ils frappent son armure à coups de masse, de hache, de marteau. Ils cherchent à défoncer le métal pour atteindre la chair. Philippe lève les bras pour protéger sa tête. Les coups pleuvent. Son armure se cabosse, se déforme. Un Brabançon lui arrache son bouclier. Un autre tente de lui retirer son aume pour lui fracasser le crâne. Guillaume le Breton, qui observe la scène, n'a un peu plus loin, écrira plus tard que seule la main de Dieu et une armure incomparable ont sauvé le roi ce jour-là. L'armure de Philippe est un chef-d'œuvre de l'art du forgeron. Elle a été fabriquée par les meilleurs artisans du royaume. Le métal est trempé selon des techniques secrètes. Les mailles sont si serrées qu'aucune lame ne peut les percer. Les plaques sont si épaisses qu'aucune masse ne peut les briser. Cette armure coûte une fortune. Elle pèse 1 tonne. Mais elle sauve la vie du roi. Les chevaliers français ont vu leur souverain tomber. Un cri d'horreur monte dans leur rang. Non, pas le roi. Guillaume des Barres pousse un rugissement de rage. Il fonce vers le roi comme un taureau furieux. Son épée tourbillonne. Les mercenaires qui entourent Philippe sont fauchés comme du blé. Guillaume frappe sans répit, sans pitié. Il ouvre un passage sanglant vers le roi. Pierre Tristan, un chevalier normand, arrive par l'autre côté. Il renverse 3 Brabançons d'un coup. D'autres chevaliers français se joignent à la mêlée. Ils forment un cercle protecteur autour de Philippe.
Les épées frappent comme des marteaux sur une enclume. Les Brabançons reculent enfin sous cette fureur. On relève le roi. Son armure est cabossée de partout, son bouclier est en miettes, il a du mal à respirer, ses côtes sont meurtries, peut être cassées. Mais il est vivant. On le hisse sur un cheval. Philippe Chancel manque de tomber. Ses chevaliers le soutiennent. Le roi brandit son épée vers le ciel. La bannière royale flotte toujours au-dessus de lui. Un cri jaillit de l'armée française. Le roi est vivant, le roi combat encore. Cette résurrection transforme la bataille. Les soldats français, qui voyaient déjà la défaite, reprennent courage. Leur roi a survécu. Dieu est avec eux. Ils repartent au combat avec une énergie nouvelle. Les chevaliers chargent les Brabançons avec une fureur redoublée. L'infanterie française se ressaisit. Les milices parisiennes, qui reculaient, tiennent bon maintenant. Le centre français ne cède plus. Sur l'aile droite, le duc de Bourgogne a percé les lignes flamandes. Ses chevaliers bourguignons et champenois ont enfoncé la cavalerie ennemie. Ils remontent maintenant vers le centre, menaçant de prendre l'armée d'Othan à revers. La manœuvre est parfaite. Les Flamands sont pris en tenaille entre les Bourguignons qui arrivent par le flanc et les milices picardes qui tiennent le front. Ferrand de Flandre se bat avec un courage désespéré. Il sait que tout est perdu mais refuse de fuir. Son cheval est tué sous lui. Le comte se relève, l'épée à la main. Il continue à se battre à pied, entouré d'une poignée de fidèles. Les chevaliers français l'encerclent. Ils crient à Ferrand de se rendre. Le comte crache à leurs pieds. Il charge, l'épée haute. Les Français le submergent. On le désarme. On le force à genoux. On lui attache les mains. Ferrand de Flandre est prisonnier. La capture du comte flamand brise le moral de son armée. Les chevaliers flamands, voyant leur seigneur captif, perdent toute envie de se battre. Certains fuient, d'autres se rendent. L'aile droite de la coalition s'effondre. Sur l'aile gauche française, la situation se retourne également. Guillaume de Longue. Épée a trop enfoncé les lignes françaises. Il s'est aventuré trop loin, séparé du reste de l'armée coalisée. Mathieu de Montmorency, un des grands barons de France, voit l'opportunité. Il rassemble ses chevaliers et lance une contre-attaque par le flanc. Les Français percutent les mercenaires anglais par surprise. Guillaume de Longue, épée, se retrouve isolé, coupé de ses hommes. Il se bat furieusement mais c'est inutile. Les chevaliers français sont trop nombreux. Guillaume est capturé après une résistance acharnée. Ces soldats anglais, voyant leur chef prisonnier, paniquent et fuient. Ils se ruent vers le pont de Bouvines. Beaucoup se noient dans les marécages. D'autres sont rattrapés et massacrés. Mathieu de Montmorency poursuit sa charge victorieuse. Dans le chaos de la bataille, il s'empare de 12 bannières ennemies. C'est un exploit extraordinaire qui restera dans les annales. Pour commémorer cette prouesse, le blason des Montmorency portera désormais 16 aigles au lieu de 4. Les 12 nouvelles aigles représentent les 12 étendards capturés à Bouvines. Renaud de Damartine est maintenant le dernier chef de la coalition encore en selle. Le comte de Boulogne refuse de fuir. Il rassemble ses derniers fidèles et forme un cercle de défense. Dos à dos, il repousse les assauts français. Renaud se bat comme un damné. Son épée est rouge de sang jusqu'à la garde. Autour de lui, les cadavres s'empilent. Les chevaliers français tombent un par un face à ce guerrier enragé. Mais l'issue ne fait aucun doute. Les hommes de Renaud tombent. Bientôt, le comte est seul. Les Français l'entourent. Il crie à Renaud de se rendre. Il peut sauver sa vie. Le comte crache par terre. Il hurle son mépris à la face de ses ennemis, puis il charge, seul contre 20. C'est du suicide. Les chevaliers français l'encerclent. On lui brise le bras d'un coup de masse. Son épée tombe. On le précipite à terre. On lui lie les mains. Renaud de Damartin, le dernier résistant, est prisonnier. Au centre, Othon voit le désastre. Ses 2 ailes sont détruites. Ses vassaux sont morts ou captifs. Son armée se désintègre sous ses yeux. Les Français avancent de tous côtés. L'empereur comprend qu'il ne peut plus rien faire. S'il reste, il sera capturé. Et s'il est capturé, c'est la fin de son règne. Mieux vaut fuir et survivre pour se battre un autre jour. Sans un mot à ses hommes, Othon éperonne son cheval et fuit. Il abandonne son étendard impérial sur le champ de bataille. Ce grand aigle noir sur fond d'or qui symbolise le Saint-Empire reste planté dans la terre sanglante de Bouvines. La fuite de l'empereur est le signal de la débandade générale. Les guerriers impériaux paniquent.
Chacun essaie de sauver sa peau, c'est la ruée vers l'arrière. Les Français les poursuivent et les massacrent. L'infanterie coalisée ne peut pas fuir assez vite. Les chevaliers français les rattrapent et les massacrent. C'est une boucherie. Les marécages se remplissent de cadavres. La rivière Marque charrie des corps. Les survivants supplient qu'on les épargne. Certains se rendent, d'autres sont tués sur place. Philippe Auguste, épuisé, meurtri, reste en selle au milieu du carnage. Il peut à peine respirer. Chaque mouvement est une torture. Ses côtes sont cassées. Son corps entier n'est qu'une masse de contusions. Mais il est vivant, et il a gagné. Autour de lui, ses chevaliers poussent des cris de victoire. La bannière royale flotte dans le vent chaud de juillet. La poussière retombe lentement sur le champ de bataille jonché de morts. La bataille a duré environ 3 heures. Il est 5 heures de l'après-midi. Le soleil descend vers l'horizon. Le roi fait sonner la fin des combats. Ses hommes rassemblent les prisonniers. On compte les morts. Du côté français, les pertes sont étonnamment légères. Moins de 1000 morts. Seulement 10 chevaliers tués. Les milices communales ont payé le prix fort. Paris a envoyé 2000 hommes. 1750 ne reviendront jamais. Mais l'armée française a gagné. Du côté des coalisés, l'hécatombe est terrible. Plus de 1000 morts, 170 chevaliers tués, et surtout, presque tous les chefs sont prisonniers. Ferrand de Flandre, Guillaume de Longue, Épée, Renaud de Damartin, des dizaines de barons, de comtes, de chevaliers de haut rang. La rançon de tous ces prisonniers va rapporter une fortune au trésor royal. Philippe Auguste passe la nuit sur le champ de bataille. Il fait dresser son pavillon au milieu des cadavres. Les blessés gémissent dans l'obscurité. Les moines soignent les Français et donnent les derniers sacrements aux mourants. Le roi lui-même peut à peine bouger, mais il sourit malgré la douleur. Il a risqué son royaume sur une bataille, et il a gagné. Le lendemain matin, l'armée française prend la route vers Paris. Philippe fait défiler les prisonniers enchaînés. Ferrand de Flandre est si gravement blessé qu'on doit le transporter sur une civière tirée par 2 chevaux. Renaud de Damartin marche les fers aux pieds. Guillaume de Longue, épée à les mains liées derrière le dos. Ces grands seigneurs qui voulaient démembrer la France marchent maintenant dans la poussière comme des criminels. L'entrée dans Paris est un triomphe. La population a envahi les rues. Les cloches sonnent à toute volée. Les gens pleurent de joie, crient, chantent. Le roi avance lentement sur son cheval blanc. Derrière lui, les prisonniers marchent la tête basse. La foule leur crache dessus, leur jette des ordures. Philippe lève la main pour que le calme revienne. Il descend de cheval avec difficulté. Ses chevaliers doivent le soutenir. Le roi peut à peine marcher. Mais il sourit. Il salue la foule. Les Parisiens l'acclament jusqu'à en perdre la voix. Les festivités durent 6 jours. 6 jours de banquets, de danses, de beuveries. On se saoule dans les tavernes en célébrant la victoire. Les étudiants de l'université organisent des processions. Les bourgeois offrent du vin gratuit à la population. C'est la liesse totale. Paris n'a jamais connu une telle joie. Philippe Auguste écrit à l'université une lettre devenue célèbre. « Louez Dieu. Nous venons d'échapper au plus grave danger qui nous ait pu menacer. » Le roi comprend l'importance de ce moment. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un tournant historique. Pour la première fois, chevaliers et milices communales ont combattu ensemble sous la bannière royale. Ces bourgeois de Paris, d'Arras, d'Abbeville se sont sentis français. Ils ont défendu leur roi contre une coalition européenne. Ils ont versé leur sang pour le royaume. Ce sentiment d'appartenance est nouveau, fragile, mais réel. Philippe lance immédiatement une campagne de propagande massive. Guillaume le Breton, son fidèle chapelain, reçoit l'ordre de composer un poème épique. Guillaume se met au travail. Pendant 10 ans, il va polir son œuvre. La Philippide sera achevée en 1224. 10 000 vers à la gloire de Philippe Auguste et de la dynastie capétienne. Le poème présente Bouvines comme un jugement de Dieu. La victoire prouve que Dieu soutient les Capétiens. Philippe est l'élu du Seigneur. Othon, l'excommunié qui a osé combattre un dimanche, a été puni par le ciel. D'autres chroniqueurs reprennent le récit. La relation de Marchienne, rédigée par un moine anonyme, présente également la bataille comme une intervention divine, un miracle. Les anges guidaient les bras des Français, tandis que les démons poussaient les coalisés vers leur perte. Cette interprétation religieuse est essentielle. Elle légitime le pouvoir royal.
Elle fait de Philippe Auguste un roi sacré, protégé de Dieu. Les conséquences de Bouvines sont immenses et immédiates. Pour l'Angleterre d'abord. Jean Santerre rentre de France avec la honte au visage. Ses barons en ont par-dessus la tête. Ce roi accumule les défaites depuis 20 ans. Il a perdu la Normandie, il a perdu l'Anjou, il a perdu le Maine, il a perdu la Touraine, et maintenant il a perdu à Bouvines sans même y participer. Les barons anglais se révoltent. En juin 1215, ils l'obligent à signer la Grande Charte, la Magna Carta. Ce document limite drastiquement les pouvoirs royaux. Le roi ne peut plus lever d'impôts sans l'accord des barons. Il ne peut plus emprisonner arbitrairement. Il doit respecter certains droits fondamentaux. C'est une révolution. La Magna Carta posera les bases du parlementarisme anglais. Ironiquement, la défaite de Bouvines engendre la démocratie britannique. Jean Santerre meurt 1 an plus tard, en octobre 1216. Il a 50 ans. Certains historiens pensent qu'il a été empoisonné. D'autres disent qu'il est mort de dysenterie. Peu importe, Jean Santerre disparaît dans l'opprobre. L'histoire retiendra de lui l'image d'un roi faible, incapable, qui a perdu l'empire plantagenet face à Philippe Auguste. Pour le Saint-Empire, la défaite est tout aussi catastrophique. Othon IV perd toute légitimité. Comment pourrait-il rester empereur après avoir fui le champ de bataille? Les princes allemands le lâchent. En novembre 1215, Frédéric II de Hohenstaufen est couronné empereur. C'est le candidat que Philippe Auguste a toujours soutenu. Frédéric est jeune, brillant, ambitieux. Il va faire de l'Italie le centre de son empire. Les empereurs germaniques, échaudés par Bouvines, tournent désormais leurs ambitions vers le sud plutôt que vers l'ouest. La frontière entre la France et l'Empire se stabilise pour des siècles. Othon IV survit encore jusqu'en 1210 mais il n'est plus qu'une ombre. Il meurt oublié, abandonné de tous, dans un château perdu d'Allemagne. Sa fuite à Bouvines l'a détruit politiquement et moralement. Pour la Flandre, c'est le désastre absolu. Ferrand de Flandre croupit dans un cachot de la tour du Louvre pendant 13 ans. 13 ans d'obscurité, de froid, de solitude. Philippe Auguste refuse toutes les offres de rançon. Il veut faire un exemple. Ferrand ne sera libéré qu'en 1226, après la mort de Philippe. Le comté de Flandre tombe sous domination française. Philippe en profite pour étendre son influence sur les villes flamandes stratégiques. Renaud de Damartine connaît le même sort. Il meurt en prison en 1227, après 13 ans de captivité. Guillaume de Longue, épée sera libéré plus rapidement, moyennant une rançon colossale. Mais il ne se remettra jamais de cette humiliation. Pour la France, Bouvines change tout. Philippe Auguste est maintenant incontesté. Aucun grand seigneur n'ose plus le défier. Le royaume connaît une paix intérieure inédite. Un chroniqueur anonyme écrit « Jamais depuis ne fut personne qui osa faire la guerre au roi Philippe, mais il vécut depuis en grande paix, et toute la terre fut en grande paix un grand moment. Cette paix permet un développement économique spectaculaire. Le trésor royal déborde. Les revenus augmentent chaque année. En novembre 1221, 2 ans avant la mort de Philippe, l'excédent annuel atteint 25 000 livres. Le trésor contient plus de 150 000 livres, soit 80% du revenu annuel de la monarchie. C'est une richesse inouïe pour l'époque. Philippe utilise cet argent pour construire. Il fait ériger des châteaux partout dans les territoires conquis. En Normandie, il bâtit le château de Rouen, une forteresse massive qui symbolise le pouvoir capétien. À Paris, il développe la ville. Il fait paver les rues principales. Il construit les halles centrales pour le commerce. Il commence la construction du Louvre, qui sera d'abord une forteresse militaire avant de devenir un palais royal. Le domaine royal s'est considérablement agrandi. Philippe contrôle maintenant la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Artois, le Vermandois. Le petit royaume capétien des années 1180 est devenu la première puissance d'Europe occidentale. Aucun roi d'Europe ne peut rivaliser avec la France en termes de richesse, de population, de puissance militaire. Mais l'héritage le plus important de Bouvines est être immatériel. La bataille crée un sentiment d'appartenance collective. Les Français qui ont combattu ont découvert qu'ils formaient une communauté. Ils n'étaient plus seulement des Normands, des Picards, des Parisiens. Ils étaient Français. Ils avaient un roi commun, des ennemis communs, un destin commun.
Ce sentiment national reste fragile et limité géographiquement. Il ne dépasse guère la Loire. Le sud-occitan ignore largement Bouvines. Dans l'Empire, la bataille passe presque inaperçue. Mais dans le cœur du royaume capétien, quelque chose a changé. Une identité collective commence à émerger. Les historiens modernes débattent de l'importance réelle de Bouvines. Georges Duby, dans son célèbre ouvrage Le Dimanche de Bouvines, rappelle que la bataille est en fait une grosse escarmouche. Les effectifs sont modestes. Le champ de bataille est petit, la durée des combats est courte. D'un point de vue strictement militaire, ce n'est pas une bataille épique. Mais l'importance d'une bataille ne se mesure pas qu'aux chiffres. Elle se mesure à ses conséquences. Et de ce point de vue, Bouvines est décisive. Elle consacre la suprématie française en Europe occidentale. Elle met fin aux ambitions des Plantagenets. Elle stabilise la frontière avec l'Empire. Elle renforce la monarchie capétienne. Elle crée les prémices d'une conscience nationale française. Philippe Auguste mourra en juillet 1223, 9 ans après Bouvines. Il a 58 ans. Son règne aura duré 43 ans. Il laisse à son fils Louis VIII un royaume puissant, prospère, respecté. Un royaume qui a échappé de justesse à la destruction en 1214 et qui est devenu une grande puissance européenne. L'héritage de Bouvines dépasse le règne de Philippe Auguste. La bataille devient un mythe fondateur de la monarchie française. Les rois successifs invoqueront Bouvines pour légitimer leur pouvoir. Ils se présenteront comme les héritiers de Philippe Auguste, le roi qui a vaincu toute l'Europe. Au XIXe siècle, les historiens républicains réinterprètent Bouvines. Ils en font un moment fondateur de la nation française. Une victoire du peuple uni derrière son chef contre les envahisseurs étrangers. Cette lecture est largement anachronique. En 1214, la France n'est pas une nation au sens moderne. C'est un royaume féodal où les loyautés sont multiples et complexes. Mais l'anachronisme n'empêche pas le mythe d'être puissant. La réalité historique est plus nuancée que le mythe. Bouvines n'est pas la naissance miraculeuse de la France. La France se construit lentement, sur plusieurs siècles, par l'agrégation progressive de territoires divers. Mais Bouvines est un moment clé de cette construction. Un moment où le royaume capétien aurait pu disparaître et où, contre toute attente, il a survécu et triomphé. Le champ de bataille existe toujours. C'est une vaste plaine cultivée au sud-est de l'île, dans le département du Nord. Rien ne permet d'imaginer qu'ici se sont affrontées deux des plus grandes armées d'Europe. L'église Saint-Pierre domine le paysage. À l'intérieur, vin et un vitraux somptueux retracent la bataille. Ils ont été réalisés en 1889 grâce à une souscription nationale. On y voit Philippe Auguste, combattant, désarçonné, sauvé par ses chevaliers. Le pont de Bouvines a disparu. La rivière Marque coule toujours, mais le paysage a changé. Les marécages ont été asséchés, la forêt défrichée. Le terrain de 1214 n'existe plus. En 2014, pour le 800e anniversaire, le site a été classé monument historique. Des panneaux explicatifs aident les visiteurs à comprendre le déroulement des combats. Mais il faut un effort d'imagination pour visualiser ce qui s'est passé. Ces chants paisibles ne révèlent rien du drame qui s'est joué, rien des cris, du fracas des armes, de l'odeur du sang, rien de la peur, du courage, de la détermination des combattants, rien de l'enjeu titanesque de cet affrontement. Pourtant, c'est bien ici que tout s'est joué. Dans cette plaine anonyme, Philippe Auguste a choisi de faire face plutôt que de fuir. C'est ici qu'il est tombé de cheval et a failli mourir. C'est ici que ses chevaliers l'ont sauvé. C'est ici que la bataille a basculé. C'est ici que la coalition européenne s'est brisée. Si Philippe avait été tué, comme il a failli l'être, l'histoire aurait été totalement différente. Le royaume capétien aurait été démantelé, l'Angleterre aurait récupéré ses fiefs continentaux, l'Empire aurait étendu son influence vers l'Ouest. La France, telle que nous la connaissons, n'aurait peut-être jamais existé. Mais Philippe a survécu. Ses chevaliers ont tenu bon. Les milices communales n'ont pas fui. Et dans la poussière et le sang de cette plaine flamande, quelque chose est né. Pas encore une nation, mais les prémices d'une identité collective. Un sentiment d'appartenance à un royaume, à un roi, à une communauté de destin. Bouvines n'a pas créé la France. Mais sans Bouvines, la France n'aurait probablement pas existé. C'est tout le paradoxe de cette bataille.
Un affrontement modeste qui a eu des conséquences immenses. Une victoire obtenue de justesse qui a changé le cours de l'histoire européenne pour les siècles à venir. Le 27 juillet 1214, sur la plaine de Bouvines, Philippe Auguste et ses hommes ont écrit une page décisive de l'histoire, une page sanglante, brutale, mais victorieuse. Une page qui résonne encore 800 ans plus tard. Le dimanche où tout aurait pu finir, et où tout, finalement, a vraiment commencé.